Chers auditeurs, bonjour, heureux de vous retrouver. Notre propos aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans la partie précédente, est de suggérer les mobiles psychologiques de falsification de l'histoire par le régime algérien pour montrer que l'État n'était pas une poussière dans le vent. Je vous ai promis au commencement de cette chaîne de dire la vérité à la lumière des résultats de mes recherches en appelant un chat, sans en faire un lapin ni un tigre quand je suis appelé à le désigner. Il me serait impossible d'interpréter ici la nature psychologique des militaires algériens qui se sont octroyés l'autorité de diriger le pays depuis 1962, même en me basant sur la synthèse des critères et des définitions scientifiques que suggèrent les spécialistes en matière de psychanalyse politique, discipline assez récente chez les dirigeants. Il me serait encore beaucoup plus impossible de prétendre pouvoir passer au tamis de la psychanalyse tous les dirigeants algériens au moyen des instruments de décryptage en usage dans la matière. Qu'il me suffise donc néanmoins de me limiter à un seul dirigeant à titre d'échantillon ou de modèle si vous aimez mieux, même s'il n'est pas un militaire de carrière. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit du président Abdelmejid Tebboune. Pourquoi l'ai-je choisi? Eh bien, parce qu'il me semble bien représentatif du lot, en réunissant pratiquement tous les mots avec MAUX, dont souffre le régime depuis Ben Bella, à savoir le mensonge, comme arme caractéristique, entre autres attributs dont je parlerai dans des futurs épisodes. Le mensonge, méthode fondamentale à la falsification de l'histoire algérienne, laquelle falsification est employée pour refuser les origines de l'État algérien, rejeter son passé colonial ottoman, de la manière qui nous a été expliquée par Bernard Lugan, en s'inventant une histoire truquée et fabriquée, montrant l'Algérie comme un État aussi séculaire que le Maroc, voire plus ancien, plus fort, plus doué, plus intelligent, etc. Autant de superlatifs en n'en pas finir. Et c'est justement dans ces superlatifs de mensonges, que l'on peut démontrer d'ailleurs par des preuves, que se distingue l'actuel président Tebboune en battant le record, surpassant tous ses prédécesseurs chefs d'État, tel un élève qui, ayant bien appris ses leçons et ses devoirs de ses professeurs, parvient à les dépasser dans le métier. Mais avant d'aller plus loin en parlant du cas extraordinaire de Tebboune, définissons d'abord la notion de falsification autour de laquelle gravite notre présente thématique. D'après le lexique de la psychologie, falsifier signifie altérer volontairement dans le dessein de tromper, soit dénaturer la vérité pour abuser. Ainsi, présente-t-on une chose, un concept, un événement ou un renseignement d'une manière fausse, contrairement à sa réalité. Mais cette notion, comme tout phénomène vertueux ou vicieux, bon ou mauvais, émane d'un facteur qui l'explique. Il s'appelle mensonge, père de tous les vices, au point que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, dans un hadith authentique, avise l'humanité que s'il arrivait à un croyant de commettre un péché, qu'il se garde alors de commettre celui de mentir. Car un vrai musulman, dit-il, ne doit pas mentir. La falsification découle donc du mensonge, car on s'en écarte de la sincérité, laquelle sincérité ne signifie autre chose que la vérité. Nous le savons. D'où la jonction entre les deux notions, à savoir falsification et mensonge. La falsification de l'histoire par le pouvoir algérien, en se construisant une histoire précoloniale fausse, officiellement enseignée en Algérie, passant du concept d'enfer, soit le passé algérien anticolonial et antécolonial, à celui de paradis, soit l'ère post-coloniale, cette ambivalence algérienne relèverait de la psychanalyse. Toutefois,
Cette sixième partie du quatrième épisode n'a pas l'ambition de déterminer scientifiquement et d'une manière exhaustive les causes expliquant la tendance compulsive chez les dirigeants algériens à raconter des mensonges et à inventer des histoires. Ce phénomène s'appelle mythomanie et relève de la psychiatrie. Les personnes qui en sont atteintes cherchent inconsciemment refuge dans le mensonge pour échapper à une certaine réalité. Le terme mythomanie est créé en 1905 par le psychiatre Ferdinand Dupré. Les mythomanes s'inventent généralement des vies brillantes, des familles riches, des activités passionnantes. Un mythomane n'est pas celui qui invente un petit mensonge. Non, non, sa vocation est le tissage de gros mensonges. Dans le cadre d'un État, les dirigeants mythomanes s'inventent également des situations brillantes pour leur pays, des conditions socio-économiques favorables formidables, voire une prospérité chimérique. Ferdinand Dupré distinguait 4 types de mythomanie. Premièrement, la vanteuse, c'est-à-dire la personne se vante. L'errante, la personne ne cesse de fuir. La maligne, compensation d'un complexe d'infériorité par des médisances. Enfin, quatrièmement, la perverse, c'est-à-dire fabuler pour escroquer. Ainsi, sur la base des théories de Ferdinand Dupré, l'on pourrait parler de mythomanie politique chez certains dirigeants, hommes d'État ou chefs de partis politiques, classifiables dans l'une des 4 catégories précitées, au même titre d'ailleurs qu'un individu susceptible lui aussi d'être atteint par l'une des formes de mythomanie. Il faut distinguer 3 concepts, à savoir primo, mythomane, secondo, manipulateur, tertio, narcissique. Quelles sont les différences? Eh bien, le mythomane se distingue du manipulateur dans ce sens que ce dernier utilise le mensonge pour arriver à ses fins et de façon lucide. Le narcissique, quant à lui, est convaincu d'avoir des capacités supérieures qui le rendent exceptionnel aux yeux des autres, contrairement au mythomane qui se construit un monde imaginaire sans en avoir conscience. Les personnes s'intéressant à ce qui se passe en Algérie depuis l'indépendance, et notamment depuis décembre 2019, sous l'ère du président Abdelmejid Tebboune, qu'il s'agisse de la vie politique intérieure algérienne ou qu'il s'agisse de l'hostilité algérienne envers le Maroc sur la question du Sahara, savent pertinemment que la plupart des dirigeants algériens, tant militaires que civils, ont beaucoup menti malheureusement aux Marocains comme aux Algériens, pour nous limiter à ces 2 peuples seulement. Classerons-nous donc les dirigeants en question parmi les mythomanes, les manipulateurs ou les narcissiques? Ou seraient-ils parfois dans ces 3 catégories à la fois? Voyons voir. Lorsque Boumedienne président, notamment entre 1970 et 1974, et son ministre des Affaires étrangères, M. Bouteflika, mentaient lucidement aux Marocains en leur promettant leur soutien à la marocanité du Sahara et la libération de ce territoire de l'Espagne, tout en agissant contrairement et secrètement, n'est-ce pas cela de la manipulation? Et Boumedienne ne disait-il pas à Hassan II que lui et Bouteflika étaient comme des frères siamois? Et si l'on passait du premier président algérien Boumedienne ayant fabriqué le conflit du Sahara au dernier président d'aujourd'hui Tebboune, s'exhibant comme étant le meilleur héritier de Boumedienne, verrions-nous la densité et l'intensité des mensonges du régime s'atténuer ou se développer? Voyons voir. أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. Voici la traduction de cette déclaration. Je l'ai déjà dit, je le répète et le confirme. Notre système de santé est le meilleur système au Maghreb arabe et en Afrique, qu'on le veuille ou non.
Mais combien rapidement une marée de réactions sur les réseaux sociaux et sur des chaînes Internet exprimèrent la fausseté de cette prétention présidentielle. Je recours à mon tour à deux sources internationales officielles dans deux domaines complémentaires de la santé publique pour m'en assurer davantage. La première, émanant du site Arabi que vous voyez devant vous sur l'écran, présente une carte de classement des pays arabes en termes de sécurité sanitaire à l'échelle mondiale, élaborée le 31 décembre 2019. Elle contredit formellement ce qu'a dit le président Tebboune de son pays. Car loin d'être le premier État en la matière dans le jeune continent, l'Algérie se classe à la dernière place de la classe au Maghreb. Selon ce document, qui s'affiche d'ailleurs encore devant vous sur le petit écran, le Maroc est le mieux classé non seulement au niveau maghrébin, mais aussi en Afrique du Nord, devant l'Égypte classée au 87e rang. En effet, le Maroc classé 68e vient en tête de liste. Il est suivi de la Tunisie, 122e, puis de la Mauritanie, 157e, suivi de la Libye, 168e, et je viens de le signaler, l'Algérie vient donc incroyablement en dernière position. S'agissant de ma deuxième source, elle repose sur le classement de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, où le Maroc se trouve positionné de loin devant l'Algérie en occupant la 29e place. La 29e place devant la Tunisie, 52e, l'Algérie classée 81e, la Libye 87e, la Mauritanie 162e, entre la Guinée et le Mali. Ainsi, au niveau maghrébin, le Maroc occupait indubitablement non seulement la première place au niveau du Maghreb, mais à l'échelle du continent africain. Cette liste de classement a été établie par l'OMS le 21 juin 2000. J'ai choisi consciemment cette date car depuis lors et pendant 2 décennies, le Maroc n'a jamais été détrôné ni déclassé dans le domaine sanitaire par aucun pays africain au niveau du continent, a fortiori par une Algérie qui, on l'a vu, 20 ans après, est reléguée aujourd'hui à la dernière place, soit derrière la Mauritanie. Et malgré cette médiocrité sanitaire frappante, la mythomanie psychotique du pouvoir algérien, par la voix de Tebboune, n'hésite pas à s'octroyer la première place en Afrique, qu'on le veuille ou pas. حب من أحب أو كره من كره. حب من حب وكره من كره. حب من حب وكره من كره. Alors là, ne serait-on pas fondé de se demander jusqu'à quand l'arbitraire serait le critère de la compétition au lieu de la compétence, comme règle de mérite et de classement? Mais justement, cette logique de force est l'une des normes de comportement et d'action chez les mythomanes selon les psychologues. Toutefois, les mensonges du mythomane psychotique dépassent parfois sa propre personne, son ego ou quelque chose qui lui appartient ou à laquelle il appartient, comme sa patrie par exemple, sont quelque chose à laquelle il trompe les autres, en falsifiant la réalité, jusqu'à l'inverser totalement. En effet, ces mensonges s'attaquent quelquefois à son adversaire ou celui qu'il croit être ainsi, jusqu'à l'accuser du même crime qu'il a commis à son encontre, voire pire encore. Voyons voir. صبحوا ما يقارب 350 ألف جزائري محصورين حتى مشات لهم بواخر وحافلات. Avant de prononcer ces mots, M. Tebboune a tenu quand même à signaler qu'il était très au courant des événements, comme s'il était ministre des Affaires étrangères ou ministre de l'Intérieur. Alors que mes vérifications m'ont permis d'apprendre qu'il était depuis assez longtemps chassé du pouvoir, mis en retraite forcée, comme dans une traversée du désert. Donc, loin du gouvernement. Alors, n'est-ce pas là une invention mensongère de mythomanes ou de manipulateurs, selon Ferdinand Dupré? Rappelons-nous aussi le général Chengrehad qui déclarait à son tour que l'Algérie est militairement la plus grande puissance dans la région. الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة، أقوى دولة برئاستها، بحكومتها، بالمؤسسات نتاعها كلها، وبالجيش الوطني الشعبي نتاعها. Alors, cette vantardise d'une puissance militaire algérienne totale dans la région, aussi globalement discutable, ne procéderait-elle pas également de la mythomanie, de la manipulation, que du narcissisme, tous réunis chez Chengrehad? Mais nous savons qu'entre les présidents Boumedienne et Tebboune, il y a eu un certain Bouteflika, n'est-ce pas?
Alors, a-t-il été épargné de la mythomanie, de la manipulation ou du narcissisme, tout en étant le frère siamois de Boumedienne, alors qu'il était déjà son ministre des Affaires étrangères? On l'a vu. Voyons voir. Rapidement brossé, un portrait pour le moins contrasté de l'Algérie du président Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, un homme qui, dès le départ, avait une haute idée de lui-même et de sa fonction. Écoutez ce qu'il déclarait ici, en Suisse, au forum de Crans-Montana. Je suis le représentant du peuple algérien. Et aucune institution de la République, fût-elle l'armée nationale populaire, ne peut faire une bouchée de moi. Je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Alors dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire. Je me dois d'arrêter ici pour ne pas déborder du cadre souhaitable du sujet, estimant que l'approfondissement de l'analyse du phénomène des mensonges repéré clairement chez certains dirigeants, tel que nous l'avons démontré, preuves à l'appui par l'image, le son et le texte, nécessiterait une ou plusieurs vidéos à part dans le cadre de la série. Ce que nous venons de voir me paraît suffire à signifier jusqu'où le mensonge flagrant, qu'il découle de la mythomanie, du narcissisme ou de la manipulation chez les dirigeants algériens en question, reposerait sur l'ambivalence dont nous parlait Bernard Lugan dans la précédente vidéo, cristallisée selon le concept analytique de l'historien Mohamed El-Harbi par le reniement d'un enfer algérien que représente le passé, soit l'histoire, et l'invention d'un paradis que traduit le présent, soit le mythe. Un mythe de gloire étatique algérien, précolonial et postcolonial à la fois. Mythe, d'où donc mythomanie. Le tout s'expliquant in fine par la combinaison des concepts de poussière et de vent, suggérés conjointement par le maréchal Lyautey et le président Farhat Abbas, sur les périodes coloniales ottomanes et françaises de ce qu'était l'Algérie avant l'État algérien, soit le Maghreb central de l'époque. Au prochain épisode, si Dieu l'admet, je l'espère.